Téléspectateurs, téléspectatrices, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, votre émission Bonjour l'Afrique, encore une fois de retour du côté d'Amiens. Monsieur Lekanda, bonjour. Bonjour, monsieur Baka. Merci de m'avoir reçu à Amiens, monsieur Lekanda, si je puis me permettre. Monsieur Lekanda, ma première question, suite à la situation du Congo, nous allons revenir sur le Gabon, restant sur le Congo. Monsieur Lekanda, on vient d'avoir 59 prisonniers d'après ce que nous avons lu, je ne parlerai pas des réseaux sociaux, des informations sûres, nous avons 59 prisonniers en prison. Dont aujourd'hui Jean Gouabi, nous avons eu l'information que Jean Gouabi est mal au point, peut-être même dans le coma. Déjà, la première question, qu'est-ce que vous voulez nous dire sur les prisonniers politiques, monsieur Lekanda, si je puis me permettre? Eh bien, monsieur Baka, je suis très, très malheureux d'apprendre à l'instant même par votre voix que mon frère Jean Gouabi serait en très mauvaise posture. Eh bien, je suis très malheureux, je suis très attristé. Parce que je ne comprends pas pourquoi nous devons en arriver là. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui se passe dans ce pays. Qu'est-ce qui s'impose à nous comme ordre politique pour que nous puissions en arriver là? Nous sommes à peine 4 millions d'habitants. Nous devions connaître un bien vivre ensemble. N'est-ce pas que nous souffrirait d'aucun écueil? D'autant plus que nous devions de temps en temps nous parler. On appelle cela, il y a une culture qui s'installe chez nous, la culture du dialogue. Mais je ne comprends pas que nous puissions arriver à cette situation de catastrophe pour qu'il y ait près de 60 à 50 compatriotes qui souffrent dans l'indifférence d'ailleurs du pouvoir. Parce que lorsque vous me parlez de quelqu'un qui serait un citoyen, un compatriote qui serait dans le coma et qu'on n'en parle pas, la situation est extrêmement grave, je crois. Voilà. Moi, je pense que nous connaissons là une crise, une vraie crise qui doit interpeller toutes les consciences. Monsieur Lekanda, je vais revenir sur notre dernière émission que nous avons eue il y a un an, si je ne me trompe pas. Nous avons parlé de la situation politique au Congo. Personnellement, j'ai reproché que Brazzaville n'avait pas d'homme politique, parce que tous les gens qui nous gèrent aujourd'hui, ce n'est pas des traités de villageois, sortent du village. Mais vous, les Brazzavillois, nés à Brazzaville, grandis à Brazzaville, vous vous retrouvez aujourd'hui dans une situation difficile parce que vous n'arrivez pas à vous exprimer. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Lekanda? Mon très jeune cher compatriote Baka, je pense que le problème que vous posez ne doit pas se poser en ce terme parce que le génie n'est pas seulement en ville. Le génie n'est pas en campagne. Le génie n'est pas dans des châteaux. Le génie, il est partout. Vous voyez, le génie, il est partout. Et je pense qu'il y a un problème de culture, tout simplement. Ou alors d'une base idéologique qui fait défaut. Tout simplement parce que lorsque je vois des jeunes Congolais parler de politique, voire même nos responsables parler de politique, qu'est-ce qui fonde leurs convictions? Qu'est-ce qui fonde leur volonté de faire de la politique? Qu'est-ce qui fonde leur lutte, en fait, de compte politique? C'est ça la question que je devais me poser et que vous devriez me poser. Il me semble aujourd'hui que la situation du Congo est dessous. C'est-à-dire, nous n'avons aucune base sur laquelle nous appuyer pour faire la politique. Oui, c'est ça. Ceux qui vont faire la politique, ils vont la faire pourquoi? La question qu'on devait se poser aujourd'hui, c'est ça. Quel est l'idéal en fait de compte? Il me semble que l'inspiration m'arrive de parler d'idéal. Quels sont les idéaux? Qu'est-ce que nous défendons, nous, qui aimons faire la politique? Est-ce que c'est le pouvoir d'avoir, de posséder et d'exister à travers ce que nous possédons? Ou nous avons une autre vision, n'est-ce pas, de notre société à travers laquelle la politique doit s'exprimer? Et quelle est cette vision? Moi, je suis très déçu, en fait de compte. Je vous disais que je suis même très attristé quand je constate que le Congo ne pose plus ou n'est plus un rêve pour les nouvelles générations, pour les jeunes que vous êtes. Quel est le rêve aujourd'hui d'un jeune qui va à l'école?
Que défend-il quand il va à l'école? Que défendra-t-il demain? Que voudra-t-il défendre demain pour qu'il puisse prendre la place, n'est-ce pas, de ceux de nos générations qui sont passées pour léguer aux nouvelles générations, c'est-à-dire aux jeunes qui viendront demain. Quand je vois les jeunes sur la place de Paris se battre, je me pose la question toujours, que défendent-ils? Ils se battent pourquoi? C'est juste pour avoir un poste, être installé à un poste, gagner de l'argent, mener la vie que certains de nos autorités, certains de nos responsables mènent aujourd'hui, une vie qui est décriée. Non. Vous avez anticipé ma question, monsieur Ebilikanda, en parlant de Paris. Effectivement, j'ai fait venir monsieur Herman Yankazi qui va nous accompagner. Je profite de l'occasion de remercier Bienvenue Nyanga qui nous a reçus dans cette ville d'Amiens la première fois que je suis arrivé. Avant que monsieur Yankazi pose ses questions, Herman, pour ceux qui le connaissent, monsieur Ebilikanda, revenant sur la diaspora, je vous ai posé la question pourquoi la diaspora ne marche pas. Aujourd'hui, vous venez de le dire vous-même que nous avons une guéguerre à Paris qui commence même à déranger certaines personnes. Quand vous voyez cette guéguerre, je vous ai posé la question, vous pensez que la diaspora pourra marcher il y a un an? Et aujourd'hui, j'ai l'impression, à tous mes intervenants, je profite de l'occasion pour rendre hommage à Modeste Boukadia, parce que c'est avec lui que nous avons sérieusement discuté sur cette division de la diaspora. Il m'a dit, je vais répéter les mots de Modeste Boukadia, il m'a dit les Congolais de la diaspora se comportent comme les Congolais de Brazzaville, comme s'ils étaient au Congo. Qu'est-ce que vous en pensez de cette pagaille? Parce que ça n'engage que moi, ce mot pagaille, parce que c'est vraiment une pagaille au niveau de la diaspora. Votre avis, monsieur Ebilikanda? Bon, moi je connais Paris, je vous ai toujours dit, à chaque fois qu'on se retrouve au cours de nos causeries, que je connais Paris depuis très longtemps, j'ai vu venir à Paris certaines générations, certaines personnes qui ont dirigé le pays, en l'occurrence la génération de PCT qui a perdu le pouvoir sous le président Pascal Lissouba. J'ai vu venir à Paris la génération qui a dirigé le pays sous le président Pascal Lissouba. J'ai vu le comportement des uns et des autres. Et à cette époque-là, il y avait un semblant de quelque chose que les uns et les autres défendaient. N'est-ce pas? Mais aujourd'hui, je ne me retrouve plus dans cette diaspora parce que je me pose la question moi-même si ces jeunes qui prétendent faire la relève ne se battent pas uniquement pour, que dirais-je, relever, ôte-toi que je me mette, comme on dit, pour relever ceux qui sont en place, sans pour autant prendre appui sur des éléments, une base, une idéologie, sinon des idéaux sûrs à défendre. Déjà, nous ne défendons pas nos lois. Nous ne défendons pas notre constitution. Alors moi, je commence à me poser la question de savoir qu'est-ce que nous défendons en fait de commerce. Nous n'avons pas un élément fédérateur de base, tel que la religion, par exemple, dans certains pays de l'Afrique, par exemple l'Afrique de l'Ouest, parlons des pays musulmans, ils ont ensemble des lois, des règles qui leur sont imposées par la religion. Chez nous, depuis que le communisme, etc., le marxisme est tombé, qu'est-ce qu'il nous reste? Nous renions systématiquement, ou alors nous ignorons systématiquement, ou alors nous ne connaissons même pas la base culturelle. Comment est-ce que notre pays était structuré avant que le colon arrive, pouvait puiser dans ce modèle antérieur à la colonisation, notre façon de faire et notre façon de diriger. Alors, sur quoi nous nous fondons en fait de compte pour faire la politique? Moi, je crois que c'est ce désordre-là, c'est plutôt ce déficit-là qui crée un désordre sur la place de Paris, parce que les gens estiment qu'ils sont jeunes ou qu'ils sont hyper diplômés et que l'État leur doit tout, le pays leur doit tout, ils doivent se battre pour être à tel endroit, vu que l'un de leurs collègues ou certains de leurs collègues se trouvent à ce poste de commandement. Alors, il y a tout simplement cette lutte, mais qui n'est pas une lutte qui se repose sur une base à défendre, une base idéologique, par exemple, une base constituée par des idéaux à défendre. C'est pour ça que tout le monde a droit de citer à Paris, de parler de la politique, de tout et de rien. Et voilà pourquoi on se conteste. Et dans
dans ce climat, rien ne sort. Très cher père, oui, je resterai sur ce mot, très cher père. Vous êtes un autochtone de Talangaï. Aujourd'hui, toute la diaspora se pose la question, pourquoi les quartiers nord, malgré tout ce que c'est quand même 90% de l'élection de M. Sassou Nguesso, pourquoi vous, les enfants de Talangaï, vous n'avez pas réagi pendant tous ces événements? Je parle de Talangaï, Wenze, Mikalo. Qu'est-ce qui se passe dans ce quartier puisque nous connaissons l'idéologie? Comme nous, moi je suis fils de Wenze, je sais de quoi je parle. Vous, père, vous qui étiez sur place au Congo, parce qu'il faut dire quand même, Ngamakoso a été construit devant vous, vous êtes un pur produit de Ngamakoso. Qu'est-ce que vous pouvez dire dans ces quartiers nord? Qu'est-ce qui se passe exactement? Parce que la prochaine question, c'est pour Herman Yankazi. Non, moi je pense que je ne suis vraiment pas un pur produit de Ngamakoso. Faire l'analyse ou l'examen comportemental des habitants de Ngamakoso, moi je vous dirais tout simplement que je ne saurais pas Parce qu'on me dit qu'ils sont très énervés en ce moment, c'est la colère, ils ne veulent plus. Parlons de Brazzaville-Nord tout court. Brazzaville-Nord. J'ai entendu les gens dire qu'il y a eu des événements et que Brazzaville-Nord n'a pas réagi et que c'est en fait Brazzaville-Nord qui fait que le pouvoir puisse rester intouchable, s'il faut dire. Non, je pense que c'est une mauvaise connaissance de ce qui se passe à Brazzaville. Il me semble que dans la partie nord du Brazzaville, il y a une affaire de contrôle, le contrôle des populations par le système. Le système contrôle la partie nord à partir des installations des services de sécurité, des services militaires. Tous les camps, en quelque sorte, toute la structure armée de notre ceinture sécuritaire se trouve dans la partie nord. Vous avez les camps, ça se trouve dans la partie nord. La police est pratiquement dans la partie nord. Ensuite, Brazzaville étant divisée plus ou moins en deux blocs, la partie nord est la partie la plus cosmopolite qui puisse exister parce que vous trouvez aussi bien les gens du sud que les gens du nord, voire même d'autres pays, des étrangers, dans cette partie nord. Donc il est très difficile dans la partie nord de pouvoir monter un groupe sans être contrarié par le fait qu'à côté vous avez aussi juste quelqu'un qui est sympathisant du système, en quelque sorte. Il est cependant plus facile dans la partie sud, vu l'homogénéité en quelque sorte des populations, de pouvoir contrôler une certaine action, mettre en place une action, et que cette action ne soit pas diffusée, divulguée avant qu'on ne prenne la décision. Et la partie nord, c'est très difficile. Vous allez regrouper les gens où les jeunes vont sortir à quel endroit pour se trouver à quel endroit sans qu'il y ait à l'intérieur l'infiltration, des infiltrés, de la sécurité, etc. Non, moi je pense que le problème n'est pas dans le soutien que les nordistes apportent au système. Le problème plutôt dans... C'est ce que nous entendons dans tout Paris, que oui, tous les enfants du Nord suivent. Justement, c'est ce que je vous dis. Le problème, c'est comment organiser, comment ces populations de la partie nord s'organisent pour faire passer l'information et prendre une décision qui puisse mettre, par exemple, les gens dans une contestation à un tel endroit. Vous allez amener les gens où? Dans la partie nord, vous allez amener les gens où sans être contraints par les services de sécurité, par exemple. C'est difficile. Tandis qu'à partir de Bakongo, de Makelekele, de Mfilou, etc., il est facile qu'un noyau se cristallise, se forme et déclenche une opération qui va être suivie avant que les services de sécurité n'arrivent. Il y a déjà quelque chose qui s'est déjà passé et il y a une mobilisation qui est faite. Moi, je pense que dans la partie nord, il est très difficile de mobiliser les gens et de les mettre en activité, sauf si vous voulez faire des martyrs. Parce que ceux qui pensent déjà à la mobilisation, il faut déjà qu'ils sachent que c'est très difficile qu'ils arrivent jusqu'au bout de leur... Donc même pas on peut être dragage, on tire sur vous. Alors, est-ce que c'est nécessaire qu'on arrive justement aux morts? Moi, mon problème est d'abord celui-là. Je me pose la question de savoir si aujourd'hui, il y a des Congolais, même ceux qui nous dirigent,
qui peuvent manifester un peu de tristesse de savoir que le 20 octobre, il y a eu des jeunes qui sont tombés. Est-ce que ces gens qui sont partis, qui ont tiré sur des enfants, une fois rentrés chez eux, comment se retrouvent-ils avec leurs propres enfants, à table, en train de manger, de boire et d'aller dormir et de revenir, uniquement parce qu'il y a un malentendu politique, uniquement parce qu'il y a des contradictions politiques? C'est ça mon problème. Est-ce que pour des contradictions politiques, dans un pays comme le Congo, avec 4 millions d'habitants, il est vraiment nécessaire d'arrêter une décision de tirer pour défendre quoi? Que défendons-nous lorsque nous prenons ce genre de décision? Quand on sait qu'au bout de compte, il y aura des morts. Et qu'après on les oublie, ces morts. Moi je crois que depuis octobre, nombreux ont déjà oublié qu'il y a eu des jeunes qui sont tombés. Voilà. Ce qui signifie que la vie même n'a plus de sens chez nous. Porter atteinte à la vie de l'autre, c'est devenu pratiquement un comportement, un élément de culture chez nous. Et ça, c'est très dangereux. Comment ne pas parler de chaos et de crise dans cette situation-là? Donc vous confirmez que nous allons droit vers un chaos et vers une Mais crise. nous sommes dans un chaos, M. Bob. Nous sommes dans un chaos. D'accord. Voilà, nous sommes dans un chaos. Nous allons continuer sur ce... Je parlerai sur ce thème, mais j'aimerais quand même que M. Yann Herman Kazi, parce qu'il y a le vivre ensemble dont j'ai entendu par un responsable politique. Herman, bonjour. Bonjour. Monsieur Yves Lekanda, pour vous, pour vos questions, si je puis me permettre. Alors, je vais d'abord commencer par dire un grand merci au doyen, parce que nous avions quand même entendu ces derniers temps beaucoup d'initiatives par le gouvernement de fait. Le Premier ministre, en l'occurrence, de fait, qui est M. Mwamba, qui nous parle, en fait, ou qui nous balance des rhétoriques politiques. Hein. Et comme le Congo est devenu un réservoir de slogans, où on entend parler tous les jours. On entend parler tous les jours, où on nous sort tous les jours des slogans en disant hier c'était la rencontre générationnelle qui a demandé au président de fait de modifier la constitution par... Votre question, monsieur Herman. Donc, je vais d'abord... je viens, Bob, parce que on est dans une période de rentrée politique. Et dans un contexte où justement il y a comme une espèce de brouillard, aussi bien sur la place de Paris qu'au Congo, puisque c'est tout et n'importe quoi. On nous fait, l'amalgame de tout. Et nous avons d'ailleurs notre président, j'ai appris ce matin qu'il était en train de présider la commission de droits de l'homme auprès de l'ONU. Là, vous parlez de quel président? Parce que le président de fait, bien entendu. Non, mon président, c'est Moukoko, moi. De voilà. quel président parlez-vous? Votre question. Ma question au doyen, c'est d'abord, parce que j'ai suivi un peu depuis tout à l'heure, Bob, j'ai suivi depuis tout à l'heure les questions qui se sont suivies suite à la situation au Congo, suite aussi au vivre ensemble, me semble-t-il. Le vivre ensemble et effectivement la situation du Congo, monsieur Herman. Voilà. Donc, ma première question serait de demander à mon doyen, qui est en même temps quand même professeur, donc qui devrait avoir cette exigence plus ou moins de la sémantique des termes. Est-ce que le Premier ministre de fait, à votre avis, doyen, parle du vivre ensemble tout court ou du vivre ensemble avec un trait d'union? Bien. Merci Herman pour la question. Je n'aurais pas Yann, je te remercie et je pense que tu vas essayer de me provoquer un peu, il me semble. Parce que c'est moi qui ai lancé la différence entre les deux vivre ensemble. Vous voyez? Et lorsque j'ai appris, après plusieurs rétractations, n'est-ce pas, de ce que les Congolais voudraient aller au dialogue,
ne peuvent aller au dialogue que des gens qui sont effectivement ensemble, hein, déjà. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils se retrouvent et ils se parlent, c'est ça, n'est-ce pas? Donc, tiens, alors je me suis dit d'ailleurs, pourquoi poser des actes qui détruisent le vivre ensemble et ensuite demander que les gens se retrouvent pour dialoguer alors qu'il est possible d'éviter, n'est-ce pas, de mettre en difficulté le vivre ensemble. Voyez, je me suis posé cette question et sur Facebook, je crois que j'ai effectivement lancé ce débat sur la différence entre le vivre ensemble du Premier ministre, vivre ensemble, qui existe déjà puisque nous constituons le peuple congolais, nous sommes donc ensemble, nous vivons ensemble, mais malgré ce vivre ensemble, il se pose que nous ne sommes pas ensemble. Vous comprenez? Nous ne sommes pas ensemble. Le Congo est fracturé, le Congo est mis en bris, n'est-ce pas, en petits morceaux, n'est-ce pas, et cette cassure, cette fracture ou ces fractures qui est... Pardonnez-moi, doyen, donc vous êtes en train de nous dire là, vous qui êtes un professeur, donc avec cette rigueur sémantique, que aujourd'hui le vivre ensemble du Congo est un vivre ensemble qui est quand même, qui cloisonne quand même la société congolaise et qui met ou qui laisse sur le bas-côté du chemin une partie de la population congolaise. C'est-à-dire qu'elle est aujourd'hui, fondamentalement, cette différence entre le vivre ensemble, dont effectivement vous aviez été le promoteur sur les réseaux sociaux, avec un trait d'union, dès lors où nous avions au Congo des prisonniers d'opinion, des prisonniers politiques, et ensuite des citoyens lambda qui n'ont aucun lien depuis qu'ils sont nés et qui sont de votre génération par exemple, qui ne savent pas ce que c'est un lien à la République, à la nation, car la nation est une adhésion aux valeurs. Cher jeune compatriote Kazi, souvenez-vous que le 10 décembre 2013, j'avais été reçu par le journaliste Eli Smith sur la chaîne MNTV. D'accord. Et j'avais lancé une parole qui aurait pu faire réfléchir beaucoup de gens avant de s'activer à entreprendre ce qui va entraîner la débâcle ou la crise que nous vivons aujourd'hui. Car en fin de compte, tout est parti sur le changement ou la modification de la Constitution. Voyez, je faisais allusion, qu'est-ce qui nous réunit en fait de compte? Qu'est-ce que nous défendons en fait de compte quand on fait la politique? Aujourd'hui, le plus simple possible, c'est de défendre tout ce qui se retrouve dans une constitution. Ça, c'est la base de l'existence, n'est-ce pas, d'un État. Or, déjà, à cette époque-là, on parlait déjà de changer la constitution ou de la modifier. Et j'avais prévenu l'opinion, j'avais dit, vouloir absolument modifier ou changer la constitution dans les conditions actuelles, c'est vouloir absolument déstabiliser le pays. C'était déjà un avertissement sévère pour que les hommes politiques réfléchissent. Car en fait de compte, on ne peut pas exister dans un pays bien structuré s'il n'y a pas la Constitution. Maintenant, changer la Constitution, la modifier, il faut des raisons valables et il faut qu'il y ait un consensus. Et le faire dans le contexte de l'époque, c'était nécessairement vouloir que le pays vive ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est-à-dire une fracture, une déchirure. Et on ne s'est pas arrêté là. On n'avait pas pris la mesure de cette parole. On a continué, on a dépassé donc, on a marché sur la Constitution. En marchant sur la Constitution et en voulant la modeler selon la volonté d'une portion, n'est-ce pas, du peuple,
nécessairement venait de briser le pays. Et on n'a pas tenu à réparer les conséquences. On a enchaîné avec une élection qui n'allait plus respecter, n'est-ce pas, les règles qui sont les règles qui constituent la base de la Constitution. Ces règles tenaient particulièrement à l'alternance, n'est-ce pas, à la vie démocratique, n'est-ce pas, la répartition des moyens, tant politiques, matériels, disons, matériels et sociaux, pour que l'État, pour que les citoyens vivent ensemble convenablement, c'est-à-dire dans l'équité et dans le respect de l'autre. Or, en marchant sur la Constitution et en emboîtant le pas aux élections anticipées, donc comme pour surprendre une bonne partie, n'est-ce pas, du peuple, une bonne partie du pays, on allait droit dans une fracture. Et ces élections, pour nous dire qu'elles devraient enchaîner, elles devaient nous permettre, elles devaient nous donner, n'est-ce pas, une base sur laquelle nous devions marcher comme sur des tensons. Elle a accouché justement d'une souris. On a vu des gens vouloir dire non, sinon ce n'était pas la majorité, reprimés dans le sang. Des gens qui ont perdu leur vie. Et aujourd'hui, ces gens sont allés pour perdre des profits, c'est-à-dire on n'y pense plus. Et c'est ça le problème de notre pays. Maintenant, lorsque le Premier ministre, qui est un Premier ministre du gouvernement dit de fait, n'est-ce pas, dit de fait, c'est-à-dire qui est contesté par une bonne partie, qui s'impose par la force, par l'astuce, par la malice, etc. Le mot d'ordre qui est lancé actuellement, le vivre ensemble, rentre dans le cadre de la stratégie du malicieux. N'est-ce pas? Parce qu'on aurait pu consolider d'abord, par le respect de la Constitution, le vivre ensemble, que moi, je prône avec trait d'union. Le vivre, trait d'union, ensemble. On entend là un professeur, donc voilà. un homme doué et érudit. Alors, qui a une rigueur sémantique qui finalement se confronte en fait avec la désinvolture que nous pouvons avoir du côté de Brazzaville. Oui, c'est même un désordre sémantique parce que vivre ensemble, vous appelez vivre ensemble des gens qui sont déjà ensemble, qui se côtoient tous les jours. Comment pourrait-on, doyen, expliquer... Politiquement, c'est une faute. Comment pourrait-on aujourd'hui justement expliquer ce fameux vivre ensemble donc du Premier ministre le fait, avec à côté, si je réitère en fait ma question, puisque c'est par là que j'avais commencé, puisque je n'ai pas... en fait, je suis resté sur ma faim, parce que j'aimerais que vous m'expliquiez comment peut-on avoir des prisonniers politiques, comment peut-on avoir des prisonniers d'opinion, comment peut-on avoir des citoyens lambda, c'est-à-dire 99% de la population congolaise aujourd'hui vit sous le seuil de la pauvreté. Comment peut-on avoir donc cette population qui n'a ni accès à l'eau potable, ni accès à l'électricité, ni accès à la santé, ni accès à l'éducation nationale. Ne parlons pas du troisième âge ou de ceux de la campagne. Et là, je fais allusion donc quand je parle de la campagne, je fais allusion du paysan du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, qui n'a jamais, depuis les indépendances, et je dirais même depuis 38 ans de règne de monsieur, du sphinx de You. Monsieur Kazi, je vais essayer de vous interrompre pour avoir la possibilité de répondre sur une base que vous avez déjà posée, c'est-à-dire la différence entre le vivre ensemble du Premier ministre du Congo et le vivre ensemble que moi je suggère, ou bien que je soulève. On aurait pu parler plutôt du vivre ensemble, mais sur fond de bien-être partagé. Vivre ensemble sur le fond d'un bien-être partagé, qui est d'ailleurs le rôle, sinon la mission de tout gouvernement. Ne pas créer, n'est-ce pas, des fractures dans le pays, fonctionner pour l'unité. Le sens de la politique, la gestion de la cité. Exactement. L'équité. L'unité. Et fonctionner dans le sens de la création des richesses
et ensuite les partager de manière raisonnable, équitable, afin d'aboutir au bien-être partagé. Chacun, selon les moyens que l'État va décider, que sa capacité, n'est-ce pas, va être acceptée, trouvera ce qu'il faut vivre sans pour autant ôter à l'autre cette même possibilité de vivre convenablement. Donc, le vivre ensemble sur fond d'un bien-être partagé. C'est ça le rôle d'un gouvernement. C'est ça le jeu politique. Voyez. Mais lorsque vous soulignez, vous avez fait étalage des disparités, n'est-ce pas, des bris, des morceaux dans lesquels se trouve le peuple congolais sur le statut social, c'est-à-dire la manière de vivre, ces disparités démontrent que la politique chez nous ne joue pas son vrai rôle. Donc, par conséquent, les politiques ne jouent pas leur rôle. Par conséquent, ce système-là ne permet pas de parler de la politique telle qu'elle est traditionnellement présentée. Le bien-être partagé, le bien suit ou sémente la recherche ou commande, en quelque sorte, la recherche du vivre ensemble. Si vous dégagez le vivre ensemble du fond du bien-être, de la recherche du bien-être partagé, le vivre ensemble n'a plus de sens. Et effectivement, on revient au vivre ensemble du Premier ministre, demander à un peuple qui vit déjà ensemble, sur le même territoire, dans les mêmes villes, mais dans des conditions telles que ce peuple-là a des fractures et il y a des factions qui ne vivent en fait de compte pas ensemble. Or, le problème aujourd'hui, après toute cette crise, ou bien dans cette crise-là, c'est de voir le Premier ministre mettre en place des conditions pour que nous puissions bâtir le vivre ensemble, mais sur le fond, n'est-ce pas, d'un bien-être partagé, un bien-être par tous. On se retrouve d'ailleurs sur le slogan, comme tu le disais tout à l'heure, le Congo est c'est une banque de slogans. Et le slogan de vivre, lorsqu'il y a des gens qui vivent ici, bien ici, il ne faut pas qu'il y ait d'autres qui vivent mal par là. Il y a des gens qui serrent la ceinture ici, et il y en a d'autres qui, etc., etc. Ce slogan, il était juste, mais il devrait être poursuivi. Il devrait être approfondi. On devrait construire des bases pour que cette position de voir d'autres serrer la ceinture par ici, pendant que d'autres gaspillent par là, que cette situation disparaisse. Derrière cette notion, effectivement, de vivre ensemble, ça nous emmène forcément aussi l'actualité qui est aussi aujourd'hui les bombardements dans le pôle. Donc, est-ce que pouvons-nous, ou le Premier ministre le fait,